Pendant un séjour à Rome, je crois, il y a une bonne vingtaine d'années, je m'étais procuré l'ouvrage de Paolo Trento, l'Astrolabio, Storia Funzioni Costruzione, paru en 1989. Et j'étais à l'hôtel en train de feuilleter cet ouvrage, et puis tout d'un coup je tombe sur un document tout à fait extraordinaire que vous connaissez peut-être. C'est celui-là, que j'ai d'ailleurs produit, j'ai déjà signalé ça dans une précédente vidéo. Et c'est un document qui serait paru en 1515 chez Leonhard Reimann et qui est l'horoscope d'Erhard Schön. Alors ça s'appelle l'horoscope d'Erhard Schön, en réalité c'est un document qui a une valeur tout à fait universelle. Et ce document est beaucoup plus intéressant que celui qu'a reproduit Zoël Fachan dans son ouvrage, à la tête de son ouvrage paru en 91, L'homme zodiaque, l'astrologie témoin des notes de l'univers, de l'homme et de l'univers. C'est-à-dire, c'est le même concept, hein, c'est le même concept. Sauf que les maisons astrologiques, puisque c'est là dont il s'agit, n'est-ce pas? Les maisons astrologiques qui sont un des trois grands pans de la tradition astrologique iconographique, avec les signes zodiacaux et les planètes. Et c'est le parent pauvre, puisque on connaît très bien l'iconographie zodiacale et mythologique, et on ne connaît pas celle des maisons astrologiques. Par exemple, André Barbeau, dans ses ouvrages des années 50 sur le zodiaque, ne mentionne absolument pas les maisons astrologiques au niveau iconographique. Ce qui est bien dommage, parce que c'est très riche. Et c'est très riche, mais c'est également très varié. Pourquoi? Parce que les maisons astrologiques ont plusieurs significations. La maison 9, c'est la maison des voyages, mais c'est aussi la maison de la spiritualité. Donc on ne s'étonnera pas que dans telle représentation des maisons astrologiques, on trouve des voyageurs, et dans telle autre représentation, on trouve un personnage qui ressemble effectivement au pape du tarot. On ne s'étonnera pas que la maison 7 soit tantôt représentée par le mariage, ce qui fait penser à l'amoureux du tarot, mais aussi dans d'autres traditions, comme celle du document reproduit par cet ouvrage, on voit des hommes qui s'étripent, qu'on appelle les ennemis déclarés, en opposition aux ennemis cachés. Et justement, pour la maison 12, là, ce sont les ennemis cachés qui représentent la maison 12, et là, on voit un homme au pilori. C'est un peu le même concept, mais il y a des variantes. Donc la question qui se pose, et que j'ai posée dans mon ouvrage paru en 93, L'astrologie du livre de Thoth, n'est-ce pas, aux éditions Trédaniel, qu'on peut trouver en vente soit chez Trédaniel, mais je crois que c'est épuisé, en tout cas sur Internet, sur les grandes plateformes de vente d'ouvrages anciens, neufs d'ailleurs. Donc la question c'est de savoir quelle est la version iconographique qui a pu servir au tarot. On va voir pourquoi. Deuxième question, ça voudrait dire que si on retrouve cette version, ça voudrait dire que d'une part, ça correspond aux images du tarot, et deuxièmement, ça correspond à l'ordre des images du tarot. C'est quand même deux questions fondamentales. L'ordre et le contenu. Alors, ma démonstration sera partielle, mais elle sera suffisamment frappante à mon avis. Et elle sera incontournable. Si elle est partielle, on peut l'expliquer de différentes façons, soit parce que le tarot n'aura emprunté que certains pans, qu'il n'y aura qu'une partie des 22 arcanes majeures qui empruntent au système astrologique, et encore, bon, c'est un peu plus complexe que ça, soit qu'il y a d'autres versions que celle qui nous est parvenue à travers cette publication de 1515 dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a d'autres versions qui seraient encore plus proches de ce que nous trouvons dans le tarot. En tout état de cause, il y a
filiation entre le tarot et les maisons astrologiques qui est flagrante. Mais, comme je l'ai montré dans un article paru il y a quelques mois dans la revue française d'histoire du livre, mon article figurant en tête du volume, sous le titre Histoire des livres d'heures, la fortune calendrière y compose des bergers en Angleterre et en Italie autour de 1500, il y a des motifs autres que cela, notamment le diable, qui ne figure pas dans les recommandations astrologiques, mais qui figure bien dans le tarot. Il y a aussi d'autres points qui sont un peu complexes, comme la roue de fortune. La roue de fortune figure dans cette édition de 1515 pour représenter la maison 11, alors que dans l'édition manuscrite, que j'ai moi-même reproduit en tête de mon édition de l'astrologie du livre de Claude Détella, qui comporte mes recherches sur l'astrologie de l'astrologie, mais sur l'histoire de l'astrologie et du tarot, j'utilise le document que reprenait déjà quelques années avant Zoé Fachan. C'est-à-dire que là, ce sont des amis qui s'embrassent, voilà, ils s'embrassent. Donc c'est la maison des amis, c'est la maison des projets, peut-être que la roue de fortune renvoie à la notion de projet. Il y a d'autres variantes considérables que n'a absolument pas pris en compte de Pauli, puisque lui, il s'intéressait au tarot, il ne s'intéressait pas aux origines du tarot au niveau des maisons astrologiques. C'est une grande lacune de son travail. Effectivement, cette roue de fortune, elle est aussi liée à une iconographie de l'enfer. C'est la roue des damnés. Donc, il y a plusieurs traditions qui viennent s'imbriquer. Comme dans l'histoire du zodiaque aussi, il y a plusieurs traditions qui viennent s'imbriquer. Il y a la question des signes qui sont liés aux travaux et aux jours des mois, mais il y a aussi le fameux tétramorphe, lion, aigle, homme et taureau, qui vient également se mettre au milieu de tout cela. Donc, ce ne sont pas des traditions d'un seul tenant. Donc, restons-en là et prenons le problème de cette édition de 1515 qui est tout à fait remarquable. Bien que, à l'époque, je ne m'étais pas parfaitement rendu compte de l'importance de cet ensemble. Alors, cet ensemble va nous concerner 1, 2, 3, 4, 5 documents. Alors, effectivement, je me suis un peu avancé. Parce que, contrairement à ce que j'ai dit il y a quelques instants, ce n'est pas forcément l'ordre des arcanes qui correspond ici, mais c'est bien un ensemble d'un seul tenant. Je veux dire par là que les maisons 7, 8, 9, 10 et 11 ont toutes les 5 été prises dans le tas. Donc c'est quand même un ensemble bien précis de 5 motifs des maisons astrologiques. Et je signale entre parenthèses que dans ce document-là, les maisons astrologiques occupent la place la plus remarquable, parce que ce sont elles qui sont les plus en vue, alors que les signes zodiacaux et les planètes, c'est beaucoup plus petit. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est quand même intéressant de remarquer ce phénomène de taille respective, ce qui montre bien que les maisons astrologiques jouent un rôle majeur au niveau iconographique dans la représentation au début du XVIe siècle, en tout cas en Allemagne. Et parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui était développé en Allemagne au niveau iconographique ne l'était pas forcément en France. J'ai consacré une exposition à la BNF en 1994, Merveilles sans images, où je montrais que beaucoup d'éléments iconographiques disparaissaient quand ils passaient de l'Allemagne à la France. C'était à la Bibliothèque nationale, juste à Richelieu, juste avant le passage à Tolbiac-Mitterrand. Donc voilà un bloc de 5 images. L'une représente la maison 7 avec, donc, je n'ai pas la peine de montrer, les amoureux, avec un personnage central qui se trouve au milieu d'un homme et une femme. Après, il y a la mort. Après, il y a le pape. Après, il y a l'empereur. Et après, il y a la roue de fortune. Voilà.
Donc on a cet ensemble d'un seul bloc qui se retrouve dans le tarot. Alors, donc ce n'est pas une démonstration systématique, bien entendu, mais on peut aussi trouver d'autres éléments. On peut trouver par exemple le battleur. Le battleur, qu'on retrouve pour représenter la maison 2 dans ce même document de 1515, et qui est quand même très intéressant. Ce personnage, voilà, ici. Voilà, on pourrait retrouver encore d'autres choses, mais en voilà déjà un certain nombre. Donc si on ajoute le battleur à cette série, battleur qui est représenté dans d'autres traditions des maisons astrologiques tout à fait autrement, même si là, effectivement, chez Fatchan, pardon, j'appelle ça Fatchan, c'est façon de parler, on retrouve un peu le même motif, voyez-vous. On retrouve le même motif, c'est-à-dire, voilà, quelque chose qui ressemble un peu également au battleur, ici. C'est-à-dire une table avec des choses par-dessus. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses, d'autant que le battleur, c'est comme l'arcane 1. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, je ne sais pas. Les autres, non, on voit la naissance. On ne voit pas le rapport avec la naissance. La naissance, c'est la maison 1, mais enfin, on ne retrouve pas ça dans le tarot. On ne retrouve pas non plus la maladie dans le tarot. Par contre, on peut retrouver sans aucune difficulté la maison 5 dans le tarot, avec ses enfants. Ça fait penser à l'arcane du soleil. Ces enfants qui sont là, voyez-vous, c'est tout à fait proche de ce qu'on trouve dans le tarot. Et on pourrait en trouver peut-être d'autres en creusant un peu plus, c'est pas inconcevable. Donc voyez-vous, vous en avez quand même un paquet, puisque vous avez le battleur, le soleil, la roue de fortune, l'empereur, le pape, la mort et l'amoureux. C'est quand même un paquet de correspondances. Et en cherchant bien, on pourrait peut-être en trouver quelques-unes en plus, sans parler bien entendu des autres arcanes majeurs comme l'étoile, comme la tempérance, qui pourraient faire penser au signe du Verseau assez facilement. Hein, la tempérance, le Verseau, le vase, etc. Et ça, bien évidemment, ça se retrouve tout à fait avec un personnage, là on le trouve ici et ailleurs aussi, je pense. Enfin, le Verseau, c'est bien connu. Hein. Par exemple, là vous l'avez chez Fachan, on trouve bien quelque chose qui ressemble au Verseau et qui ressemble effectivement à la tempérance. Voilà, donc la démonstration me paraît assez concluante et je répète, la grande idée, c'est que il faut trouver la bonne édition. Quelqu'un qui travaillerait à partir de Fachan, de ce que j'appelle, bon, je donne les références, je crois que c'est la Bibliothèque nationale, je donne les références de ce document, qui est bien connu. Eh bien, il ne trouverait pas de filiation avec le tarot. Il en trouverait très peu. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Il en trouverait fort peu. Et inversement, celui qui travaille avec l'édition de Nuremberg de 1515 en trouve abondamment. Et vous savez, en tant qu'historien des textes, c'est quand même très édifiant que si on ne trouve pas, si on ne se réfère pas à la bonne source, on va dire que cette source-là ne correspond pas. Et on va rejeter la source en question, non seulement le document en question, mais tous ceux qui se réfèrent à cette source, à tort. Parce que cette même piste de recherche, qui peut ne rien donner avec telle version, peut donner quelque chose avec une autre version. Et c'est bien là la démonstration que je voulais faire. Je vous remercie de votre attention.